Dans ce cours, nous allons vous expliquer les caractéristiques des câbles basse tension, notamment leur composition, leur dénomination, les types de câbles et leurs applications. Le programme de cette formation comporte 3 parties. Nous l'avons découpé en 2 vidéos. Cette première vidéo traite des différentes parties d'un câble. Qu'est-ce qu'un câble et quelles sont les parties d'un câble? Un câble, par définition, est un ensemble constitué d'un ou de plusieurs conducteurs isolés et de leurs revêtements éventuels, gaines s'il y en a une, blindage, armure, etc. Les parties d'un câble. Nous commencerons radialement, de l'intérieur vers l'extérieur. Le conducteur est le premier composant. Comme son nom l'indique, sa fonction est de conduire le courant. Les types de conducteurs. Les 2 métaux employés comme conducteurs électriques sont le cuivre et l'aluminium. Le cuivre a plusieurs avantages. Il est meilleur conducteur que l'aluminium, il présente une bonne résistance à la corrosion et il est plus ductile et plus flexible que l'aluminium. L'aluminium a une résistance électrique plus élevée, mais il est moins cher que le cuivre. Parlons des sections du conducteur. L'intensité du courant pouvant circuler dans un conducteur dépend de sa section, c'est-à-dire de l'aire de sa section transversale. Ainsi, un câble de 10 mm², par exemple, peut supporter moins de courant électrique qu'un câble de 35 qui a une plus grande surface de section. Les électrons trouvent en quelque sorte une voie de transmission plus large, ce qui permet au câble de transporter une charge plus importante. Les sections des conducteurs ne se mesurent pas directement. Autrement dit, il n'est pas possible de les mesurer, à l'aide d'un calibre, pour chacun des fils du conducteur et d'additionner ainsi les sections de chacun d'entre eux pour obtenir la section finale. La section des câbles est une section électrique qui correspond toujours à une valeur de résistance maximale enregistrée dans la norme NFEN 60228. Il est donc inutile de réaliser des mesures dimensionnelles car ce sont en réalité des valeurs de section électrique indiquées dans la NFEN 60228 mentionnée. Les sections de conducteurs de protection et neutres. Nous connaissons déjà les sections normalisées. Examinons à présent les sections de conducteurs de protection et neutres. Nous savons désormais que les phases de ces conducteurs actifs sont calculées au moyen d'un système fondé sur une norme européenne. En conséquence, concernant la section obtenue par calcul, on peut savoir directement quelles sont les sections minimales des conducteurs de protection et neutres. Pour les phases inférieures ou égales à 16 mm², la section du conducteur de protection est la même. Autrement dit, s'il s'agit d'un câble de 4 mm² de section de phase, le conducteur de protection sera de 4 mm². Mais s'il s'agit d'un conducteur de 25 mm², la phase sera une moitié de section de 25. La moitié étant 12,5, la première section normalisée supérieure sera 16 mm². Et il en sera ainsi à partir de cette section de 16 mm². La dimension du conducteur neutre des systèmes monophasés est la même que celle de la phase lorsque, dans le cas des systèmes triphasés, le conducteur neutre est normalement considéré comme un conducteur inactif, s'il n'y a aucun risque de déséquilibre de phase ou d'harmonique. Ce conducteur neutre, selon le tableau 52V de la norme NFC 1500, doit être dimensionné de la même manière que les phases, à moins qu'un calcul ne montre qu'il n'y aura pas de déséquilibre important dans les phases, ni d'influence significative des harmoniques. La section des phases est obtenue au moyen de calculs techniques, comme nous l'avons dit. Pour la section 35, une moitié de section de 16 est admise. Il est vrai que la moitié de 35 est 17,5, mais exceptionnellement, par sa proximité à la section 16, et bien qu'elle soit plus petite, la section de 16 mm² est admise. Concernant la flexibilité, les conducteurs se distinguent par la classe définie dans la norme NFEN 60228, qui nous donne aussi la résistance des conducteurs électriques. La classe 1 correspond aux câbles rigides à fil unique, généralement pour les sections inférieures ou égales à 4 mm². La classe 2 correspond aux câbles rigides constitués de plusieurs fils, et la classe 5 aux câbles flexibles pour toutes les sections en général. La classe 6 regroupe les câbles destinés à des applications plus spéciales. D'autre part, les classes 3 et 4 n'existent pas, mais elles ont sans doute existé auparavant. Il faut retenir une chose importante. Les câbles rigides et les câbles flexibles ont les mêmes intensités admissibles pour les mêmes sections. Il n'y a pas de différence d'intensité admissible due au fait d'être rigide ou flexible. Un câble en cuivre rigide de 35 mm² et un câble en cuivre flexible de 35 mm² ont la même valeur d'intensité maximale admissible. Nous allons parler maintenant de l'isolant.
Par définition, c'est l'ensemble des matériaux isolants qui sont spécialement conçus pour supporter la tension, autrement dit, qui assurent la fonction d'isolation. Ce que l'on voit sur ce dessin est important. Il y a l'isolation d'un câble de 1000 volts avec une isolation et une gaine, l'isolation d'un câble unipolaire de 1000 volts et l'isolation d'un conducteur isolé de 750 volts. Voilà en quoi consiste l'isolation. La gaine est la couche verte que l'on observe sur 2 câbles et qui est absente sur le troisième. Nous verrons par la suite de quoi il s'agit. Les principaux types d'isolants sont le polyéthylène réticulé, le PVC, les polyoléphines à fumex et le caoutchouc. En ce qui concerne leur comportement thermique, les isolants se divisent essentiellement en 2 groupes, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Les thermoplastiques supportent 70 degrés centigrades en régime permanent et les thermodurcissables 90 degrés. Cela signifie qu'un câble thermodurcissable ayant la même section qu'un câble thermoplastique a une intensité admissible plus élevée parce qu'il a une capacité d'échauffement supérieure. Les valeurs de court-circuit correspondent ici respectivement aux valeurs maximales de température, soit 160 degrés et 250 degrés. Comment identifier les isolants selon la norme NFC 1500? Pour un câble multipolaire, les couleurs de phase sont marron, noir et gris. Lorsqu'il n'y a qu'une seule phase, pour un câble unipolaire donc, le marron est prioritaire, le bleu est pour le neutre et le vert jaune pour le conducteur de protection. Il est important de savoir que les câbles unipolaires avec gaine ne se différencient pas par la couleur de cette dernière. Ils sont généralement tous de la même couleur, le plus souvent noir. Pour les identifier, l'installateur doit utiliser des marqueurs. Lorsque le câble est multipolaire, comme on le voit, il y a plusieurs conducteurs sous la même gaine. Ils appartiennent tous au même circuit, la phase marron, le conducteur bleu et neutre, et le conducteur de protection est vert-jaune. Il n'y a aucune difficulté à les identifier. Lors de l'installation de conducteurs unipolaires, qu'on n'utilise pas habituellement à cause de leur difficulté de manipulation, en l'occurrence quand les sections sont élevées, souvent à partir de 35 mm², l'isolant sera toujours de couleur noire et la gaine de couleur noire-verte. Dans ce cas-là, il faudra ajouter un marqueur pour les identifier. Comment identifie-t-on les isolants? En ce qui concerne les câbles multipolaires, s'il n'y a pas de conducteur vert-jaune, autrement dit aucun conducteur de protection, les possibilités avec 2 conducteurs sont le marron et le bleu, à savoir une phase plus le neutre. Pour les câbles 3 fois, autrement dit les câbles avec 3 conducteurs sans conducteur de protection, il y a 3 phases possibles, marron, noir et gris. Les câbles 4 fois contiennent 3 phases plus le neutre, marron, noir, gris et bleu. S'il y a un conducteur vert-jaune, au lieu d'utiliser la lettre X, on utilise la lettre G, qui correspond à ground, terre en anglais. Par conséquent, si 3G est la seule possibilité, il s'agit d'un monophasé avec un fil de terre. Une phase plus un neutre plus un conducteur de protection. 4G correspond à un triphasé avec un fil de terre. Les phases en marron, noir et gris, plus le conducteur de protection en vert-jaune. 5G correspond à un triphasé avec un neutre et un fil de terre, marron, noir, gris, bleu et vert-jaune. Ce sont les différentes possibilités, ainsi que les désignations et noms des câbles ainsi formés. Voici quelques exemples. Le 5G6 est composé de 5 conducteurs de 6 mm², 3 phases, plus neutre, plus conducteur de protection. Le 4x35 est composé de 4 conducteurs de 35 mm². Il n'y a pas de vert-jaune, donc 3 phases plus neutre. 4x25 plus 1 G16. Il faut se rappeler qu'au-delà de 16 mm², la section du conducteur de protection est au minimum la moitié de section, bien qu'elle soit souvent désignée 4,5 G, 25 ou autre. L'appellation correcte est la suivante, 4x25 plus 1 G16, soit 4 conducteurs de 25 mm² plus 1 conducteur de protection ground, terre, de 16 mm². 3G4, 3 conducteurs avec un vert jaune. 1x10, 1x240 sont des câbles unipolaires de section 10 et 240 respectivement. Et 4G16, 4 conducteurs, dont un est vert jaune, les 3 autres étant donc les phases. Nous avons dit précédemment que pour faciliter la manipulation par l'installateur, à partir de 35 mm², on choisit généralement des câbles unipolaires. Cependant, des câbles multipolaires sont aussi fabriqués jusqu'à 4x240, mais ils sont très lourds et exigent de gros tourets, des moyens importants pour les manipuler, de grands espaces,
ainsi que de très grands rayons de courbure. Passons maintenant à la gaine. Le revêtement tubulaire continu et uniforme dont le but est de protéger mécaniquement le câble. Les gaines ont de bonnes propriétés électriques, autrement dit, elles sont de bons isolants, mais leur fonction est purement mécanique. Protéger tout ce qui se trouve à l'intérieur. Sur l'image, nous voyons la gaine de deux câbles. Le conducteur isolé de droite est un câble sans gaine, qui est recouvert uniquement par un isolant. Il faut distinguer un isolant d'une gaine, et nous sommes désormais en mesure de le faire. Les types de gaines les plus courants sont le PVC typique des câbles traditionnels de 1000 volts, le polyoléphyne de type Afumex sans halogène, de couleur verte, ainsi que les gaines en caoutchouc, polychloroprène ou matériaux similaires. Un autre type de revêtement de câble peut être le blindage. Il s'agit d'un revêtement destiné à assurer la compatibilité électromagnétique, autrement dit, à éviter les interférences internes ou externes. Les blindages les plus fréquents peuvent être des rubans ou des tresses de cuivre ou des rubans d'aluminium. Il s'agit dans la mesure du possible de protéger le câble des perturbations pouvant provenir de l'extérieur, de toute induction susceptible de pénétrer dans le câble et de veiller à ce que le câble ne perturbe pas l'extérieur. Un câble de données ne perturbe généralement pas l'extérieur, mais il est conseillé de le protéger car l'induction d'un câble d'alimentation peut être importante dans un câble de données du fait que les données transportent des signaux très faibles. L'armure. Il s'agit d'un autre type de revêtement qui donne au câble une protection mécanique plus importante. Nous avons déjà la gaine, mais parfois cela ne suffit pas. C'est le cas par exemple d'une installation dans une zone où il y a beaucoup de rongeurs ou dans les zones ATEX qui exigent des armures en feuillard d'acier. Les armures en fil d'acier sont également conçues pour donner au câble une plus grande résistance à la traction. Le type d'armure le plus fréquent, comme nous l'avons dit, est la couronne de fil d'acier. En atmosphère explosive, la seule solution pour éviter qu'une étincelle n'enflamme un mélange de gaz ou de poussière présente est d'agir sur la source d'inflammation. D'où la nécessité de protéger les câbles à l'aide d'une armure. Un autre type d'armure indiqué pour les zones ATEX ainsi que pour les zones exigeant une protection mécanique, par exemple contre les rongeurs, est en feuillard d'acier. Le feuillard d'acier ondulé permet de donner au câble un peu plus de flexibilité que le feuillard d'acier. Enfin, il existe l'armure formée par des tresses de fil d'acier qui convient probablement mieux au service mobile. Pour les câbles unipolaires, il est important de rappeler que les armures doivent être en aluminium. Pourquoi? Parce qu'une armure d'acier, qui est un matériau ferromagnétique, concentre à l'intérieur le champ d'induction magnétique qui entoure un courant électrique. Comme nous le savons, un courant électrique génère un champ magnétique autour de lui. Ce champ magnétique peut avoir une direction privilégiée ou un chemin privilégié si on utilise une armure d'un matériau ferromagnétique comme l'acier. Et pourquoi trouve-t-on des armures multipolaires en acier? Pourquoi les utilise-t-on? Parce que, dans ce cas-là, il y aura aussi un champ magnétique autour des conducteurs. Or, s'agissant d'un câble multipolaire, il abritera un circuit complet à l'intérieur. Le champ magnétique autour du câble sera alors pratiquement nul, d'où l'utilisation d'acier. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous invitons à continuer le cours avec la vidéo 2.